désir dans ces deux titres, et notamment le dernier qu'on vient d'écouter, Gagnant-Perdant, des titres que notre invité Ayman Hassan a choisi pour nous. Ayman Hassan, si vous permettez, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu vers votre travail sur Sioran. Alors, bien sûr, le commun des mortels qui entend parler de Sioran évoque son pessimisme. Lui, par exemple, qui dit un jour, ce qu'on appelle pessimisme n'est rien d'autre que l'art de vivre, l'art de goûter la saveur amère de tout ce qui est. Si vous nous parliez un peu de ce pessimisme là, pas toujours compris, il faut le dire, à la manière de Sioran. Tout à fait, tout à fait. Donc le pessimisme de Sioran n'est pas un pessimisme factice, comme ça, inventé de toutes pièces pour donner comme ça une posture intellectuelle que l'on pourrait d'ailleurs qualifier de parisienne. Hein. Non, Sioran a vécu une tragédie, celle de l'insomnie, et il a essayé de la revivre autrement en écrivant, par l'écriture. Cela a donné des livres très noirs, 6 livres écrits en roumain, et puis une douzaine en français. L'œuvre de Sioran a été très peu lue au début, mal comprise. Ceux qui disaient Sioran étaient de grands écrivains et de grands penseurs comme lui. On peut citer Beckett, qui était l'un de ses meilleurs amis. On peut citer Ionesco, qui était son ami et compatriote, mais aussi on peut citer un très très grand poète de la littérature française et francophone, Henri Michaud. Et puis il y avait Roger Caillois, il y avait Alain Bosquet. Donc Sioran était un auteur rare et ses livres ne se vendaient pas. D'ailleurs, il dit que il se compare à une prostituée qui n'a pas de clients, c'est-à-dire un écrivain sans lecteur serait une prostituée qui n'a pas de clients. Oui. Et donc, d'ailleurs, cette remarque-là, cette comparaison montre qu'il avait beaucoup d'humour. Hein, et Sioran excellait dans l'art de l'humour noir et notamment de l'ironie dirigée contre soi. Et cela a donné des livres magnifiques comme Le précis de décomposition, comme La tentation d'exister, comme Les syllogismes de l'amertume, etc. Êtes-vous d'accord, Ayman Hassan, avec, toujours à propos de ces mêmes thèmes, pessimisme, optimisme, avec cette très belle et très célèbre, surtout, citation de Jean Cocteau, qui dit un jour, mon pessimisme n'est qu'une forme de l'optimisme? Oui, peut-être bien, mais là, justement, hein, Sioran se situe vraiment à l'opposé de Cocteau qui posait. Là, là c'est une posture intellectuelle. Hein. Pour Sioran, ce n'était pas du tout le cas, cher Emne. Pour Sioran, c'était une forme de désespoir assez lancinant, un désespoir vraiment fort, marqué par aussi une tragédie personnelle, celle de l'insomnie, mais aussi celle de l'exil. Hein. Sioran, qui a quitté au début des années 40, la Roumanie, sa Roumanie natale, n'a jamais pu rentrer chez lui. Hein, et il a toujours parlé de cet exil-là, un exil à la fois intérieur, mais aussi extérieur. Et donc, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûr, le temps me le dira, sans doute, le fait que j'aime Sioran émane-t-il de cette compréhension-là, ce que j'appelle le gai d'espoir de Sioran. C'est-à-dire que Sioran était à Paris, il fréquentait les grands intellectuels parisiens. Bon, il n'était pas lu, d'accord, mais après, quand il a été publié en livre de poche, par exemple, les syllogismes de l'amertume est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre-là. Donc, c'est l'un des plus grands. C'est vrai que c'est un livre aussi qui résume bien la pensée de Sioran. Il résume bien c'est un livre, les syllogismes de l'amertume, qui résume assez bien la pensée de Sioran, pour ceux qui ont envie de connaître. Dans ses cahiers et dans ses entretiens, il a pu s'en détacher, disant que c'était, voilà, du sous la Rochefoucauld. Mais là aussi, c'est Sioran, c'est-à-dire qu'il aime saper son propre travail pour aller de l'avant. Mais quand on lit vraiment des essais remarquables de Sioran comme Histoire et Utopie, qui a été traduit l'année dernière par Edem Fathi, notre poète aussi, Edem Fathi, notre poète parolier Edem Fathi, qui a traduit 2 livres de Sioran, et pour Histoire et Utopie, j'ai eu l'immense plaisir et la chance d'en écrire la préface pour l'édition arabe, qui est apparu en avril 2010 aux éditions Al-Jamal à Cologne, à Köln en Allemagne. Donc d'ailleurs, je voudrais, avec votre permission, cher Emne, parler de Edem Fathi, parce que la revue ARPA, qui vient de publier son 100e numéro, avec des textes de Guy Evic, de François Tcheng, de Vinus Roulerata, de Jacques Reda, de d'Yves Leclerc,
de Guy Goffet, etc., a publié un texte assez lent de Ed Fathi. Donc c'est le seul poète tunisien présent et il est publié dans ma traduction. Il s'agit d'un poème inédit qui n'a pas apparu en arabe, qui s'intitule Al-Matraqa, le marteau. Donc si vous voulez, je voudrais bien vous lire quelques fragments de ce très beau poème. On vous écoute. Le marteau. Poème en 10 coups. Premier coup. Il lève la main droite, armé d'un marteau, le forgeron. Et dans ses yeux brille un désir de chair vive. Deuxième coup. Ta terre est encore, et tu n'aimes ni ne est encore. En fin de compte, tu le contemples avec de la curiosité, derrière la vitre de ton café coutumier, se frottant avec les simples passants dans les rues qui serpentent. Soudain, tous te semblent bouteilles, sous lesquelles la table remue, et les unes cognent les autres. La mousse se déborde de tous les côtés. Troisième coup. Il lève la main droite armée d'un marteau, le forgeron, tandis que la gauche couche ta chair sur le papier. Que dire sinon? Éloigne ton marteau de moi. Tu frappes ma chair et tu me fais mal, mais dans la chair de mon texte. Voilà, ça rejoint un peu la violence dont on parlait tout à l'heure, cher M, n'est-ce pas? Oui, alors merci beaucoup Ayman Hassan. Une dernière question, je vous ramène un peu à la réalité, même si la poésie a un très bon rapport avec la réalité, je ne le contredis pas. Êtes-vous pessimiste, ou plutôt optimiste quant à tout ce qui se passe en Tunisie? D'une autre manière, comment voyez-vous l'horizon en Tunisie? Comment rêvez-vous la Tunisie aujourd'hui? Je rêve d'une Tunisie républicaine et laïque, d'une Tunisie qui soit la vraie Tunisie, celle du commencement, celle qui a été fondée par Didan dans la mythologie, celle qui a été le terreau et le creuset de toutes les civilisations que nous avons eu la chance de recevoir chez nous. Je rêve d'une Tunisie réellement laïque, c'est-à-dire que nous devons être fiers de notre culture arabo-musulmane. On ne peut pas faire table rase de 15 siècles de culture arabo-musulmane, mais en même temps, nous ne devons en aucun cas céder au fanatisme religieux. Donc non au fanatisme religieux, non à la haine, non au règlement de compte, non au gouvernement au nom d'une force supérieure, métaphysique. Je pense que les Tunisiens sont assez intelligents, assez prêts pour vivre une vraie démocratie, une démocratie qui soit digne de ce nom. Et je rêve de cette Tunisie-là. Et si je suis rentré en Tunisie en 2008, c'est pour vivre dans cette Tunisie-là. J'avoue, mea culpa, que je me suis trompé, que j'ai subi personnellement, en tant que jeune intellectuel. J'ai subi des pressions. Mais j'ai tenu à mes principes. J'ai essayé de dire haut et fort ce que je pensais. Je n'ai pas pu toujours le faire, mais quand on lit les textes écrits par Ayman Hassan, que ce soit dans la presse de Tunisie ou dans les lettres françaises ou dans les livres que je publie, qu'ils soient collectifs ou personnels, on sait que je suis un poète qui aime la Tunisie, un poète fier de sa tunisité. Voilà, la tunisité. Soyons tunisiens et œuvrons pour une vraie Tunisie viable où juifs, chrétiens, musulmans et athées vivent ensemble et œuvrent ensemble. Merci beaucoup Ayman Hassan pour cet entretien. Je le rappelle, vous êtes universitaire, vous êtes essayiste, auteur de plusieurs ouvrages et poète. À très bientôt pour une nouvelle rencontre, je l'espère. Merci beaucoup et permettez-moi de saluer tous les auditeurs de RTCI ainsi que son directeur actuel, Monsieur Marzouki, Monsieur Aïssa Marzouki, qui a été mon professeur à l'école normale supérieure de Tunis et qui est aujourd'hui mon collègue. Et je voudrais lui dire que je suis fier de notre amitié. Merci à vous, Ayman Hassan. À très bientôt sur nos ondes. Merci, au revoir. Au revoir. Est avec nous